Salut à tous. Après avoir traité des deux licences iconiques du jeu vidéo Dragon Ball sur PS2, on passe désormais sur les futures licences sur PS3 et Xbox 360. Encore une fois, c'est deux licences qui ont marqué les joueurs, et moi le premier, avec pour commencer la licence des Raging Blast sur PS3 et Xbox 360. Il y avait aussi la licence Xenoverse, j'en parlerai dans une prochaine vidéo bien entendu, mais aujourd'hui le sujet ça va vraiment être Raging Blast. Raging Blast fait partie des dignes successeurs aux précédentes licences, et notamment celle des Budokai Tenkaichi. Il faut comprendre qu'on avait ce sentiment d'innovation et d'amélioration qui nous faisait ressentir notamment ce premier opus comme un véritable Budokai Tenkaichi 4. En même temps, c'est les mêmes développeurs qui étaient aux commandes. Enfin bon, perdons pas plus de temps, aujourd'hui je vous propose donc de revenir sur l'histoire de la licence des Raging Blast. C'est parti. Après l'âge d'or des jeux vidéo Dragon Ball avec la licence Budokai et Budokai Tenkaichi, la série des Raging Blast débarque sur la Next Gen et se veut un peu comme le successeur de ces deux licences, particulièrement de la licence Budokai Tenkaichi. La série des Raging Blast débute par Dragon Ball Raging Blast, premier du nom, titre assez sobre, littéralement Dragon Ball Explosion Fulgurante en français. Oui, je vous l'accorde, les titres sont beaucoup plus stylés en japonais ou en anglais. C'est un jeu vidéo de combat sur l'univers de Dragon Ball développé par Spike et édité par Namco Bandai. Le jeu est disponible depuis fin 2009 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Il faut savoir qu'il peut se voir comme la suite directe de la série des Budokai Tenkaichi, donc Sparking au Japon, étant donné que ce jeu a été développé aussi par Spike, les développeurs de la série Budokai Tenkaichi pour rappel. Le jeu possède pas mal de modes de jeu et même un mode en ligne, ce qui est assez novateur pour l'époque. Et le succès du jeu est plutôt franc, mais pas fou, mais les profits sont présents quand même. Par conséquent, une suite a été très vite développée et mise en chantier par les développeurs Spike, toujours sur les mêmes consoles PS3 et Xbox 360. Ce second opus s'intitule lui aussi sobrement Dragon Ball Raging Blast 2. Le jeu est disponible depuis fin 2010 et compte beaucoup de nouveautés, dont 90 personnages, dont plus de 20 débarquent tout fraîchement, en comparaison au jeu précédent. Courte durée de temps entre les sorties des opus est à saluer, vraiment on voit que les développeurs travaillent énormément, même si en soi ils ne proposent pas de bons techniques entre ces deux opus. En tout cas pas comme à l'âge d'or des Budokai et Budokai Tenkaichi où entre deux épisodes le jeu évoluait radicalement. Ces jeux ne sont pas révolutionnaires, qu'on se le dise, le système de jeu ressemble vraiment en tout point à un Budokai Tenkaichi Next Gen, mais les développeurs étaient les mêmes qu'à l'époque des Budokai Tenkaichi, ils ont donc continué d'utiliser leur formule qui jusque-là avait bien marché. A noter que le jeu est l'un des premiers jeux de la franchise Dragon Ball à être publié par Namco Bandai en Amérique du Nord, car la société acquérait la licence de jeu de l'ancien détenteur de licence Atari en juillet de la même année. Le jeu a donc reçu des critiques mitigées de la part des critiques de jeu pour son mode histoire et ses commandes de jeu globales. Faut dire aussi qu'il y a des aspects qui nous ont un peu moins marqués que dans les précédents jeux qu'on a pu avoir sur la PS2 par exemple. Au niveau musique, j'en retiens pas spécialement, je crois que je n'en retiens même presque aucune. Et les cinématiques d'introduction de mémoire sont bien animées mais ne m'ont pas marqué comme celles de Budokai 3 ou Budokai Tenkaichi. Et puis surtout, j'avais vraiment l'impression qu'on assistait à une sorte de copie de ces jeux-là, mais remasterisés pour les consoles next-gen. Je parle bien sûr en gros de copie de Budokai Tenkaichi. Personnellement, j'ai vraiment une grosse préférence pour le premier opus, même si le deuxième était complètement fou, mais le souci c'est que si avant vous aviez joué au Budokai Tenkaichi et au Budokai, vous vous rendiez compte que finalement, ils sont cool ces jeux-là, mais les Budokai c'était quand même une époque complètement folle, donc en soi on peut en conclure que le plus gros problème pour ces jeux, qui ne sont aujourd'hui pas aussi bien perçus que Budokai ou Budokai Tenkaichi, ou du moins que cette licence n'a pas le statut aussi culte, c'est justement malheureusement d'être sorti après ces mastodontes révolutionnaires du paysage vidéoludique de la série Dragon Ball. Pour le premier opus, le système de jeu est semblable à ce qu'on a pu connaître sur les Budokai Tenkaichi. Oui, vraiment, le titre de la miniature, c'est réel, c'est vraiment l'héritier de la licence Budokai Tenkaichi. Un truc sympa qu'on découvre, c'est le système d'attaque Super Rising qui est plutôt sympa, faut reconnaître. Le gameplay est donc sensiblement le même que la série des Budokai Tenkaichi. La puissance des consoles Xbox 360 et PS3 permettent cependant d'ajouter des détails rendant le tout encore plus fidèle à l'animé. La particularité du gameplay se situe au niveau du personnage que le joueur contrôle. Ce dernier est vu de dos et s'offre ainsi une très grande liberté de déplacement notamment dans l'air. Un gameplay qui est finalement assez représentatif de la série dont il s'inspire. La différence notable avec les Budokai Tenkaichi se situe surtout au niveau de la taille des arènes qui sont beaucoup plus grandes. A cela on peut rajouter un décor plus fourni avec davantage d'éléments destructibles.
Par contre, il faudra rivaliser de stratégie dans des décors montagneux et parfois chaotiques. Concernant les attaques, à l'instar des précédents volets Budokai Tenkaichi, chaque personnage aura 5 attaques spéciales dont une ultime. Le tag team, combat par équipe en alternance, est présent dans cet épisode. Et au niveau de la customisation, il est possible de personnaliser son expérience de jeu en modifiant notamment les coups spéciaux de chaque personnage et en affectant à ces derniers le bouton de son choix. A noter que, assez classiquement, de nouveaux coups spéciaux sont obtenus en remplissant certains objectifs. Grâce au système baptisé personnalisation ultime, les persos peuvent être personnalisés dans différents domaines tels que l'attaque et la défense, en leur affectant des items obtenus en échange de points D à gagner dans les multiples modes de jeu. Ces items doivent être placés dans un quadrillage dénommé deck de taille prédéfinie. La place sera donc limitée et les items de taille différentes. Vous avez un total de 18 menus et modes de jeu confondus dans le premier épisode, ainsi que 43 personnages. Le mode histoire est plutôt classique d'ailleurs, de la saga Saiyan à la saga Buu, en incluant quelques OAV légendaires, comme le film 8 sur Broly et le film 12 Fusion. Vous l'aurez compris, on reste sur un jeu fourni, mais en même temps assez classique dans sa recette. Le second opus, lui, se veut plus différent, avec un mode histoire intitulé Mode Galaxy, qui propose un système rappelant vaguement Budokai 2 avec le délire du plateau de jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais globalement on a juste plus de personnages et un petit OAV sympathique intitulé le plan d'extermination des Saiyans. Bon, après l'histoire n'est vraiment pas folle, mais cette version remasterisée, accompagnée des voix japonaises sous-titrées français, fait plaisir. Après, le jeu a su me faire plaisir aussi avec le personnage de Gohan du futur, et les fameux Broly, Vegeta et SSJ3 bien entendu, qui étaient d'ailleurs déjà présents dans le premier opus il me semble. Petite anecdote, le second opus possède une version collector qui contient un laser cell, des tenues différentes et une image en relief de Son Gohan en Super Saiyan 2 et Cell. Pour ceux qui se rappellent des quelques détails comme les dégâts sur les tenues de personnages qui font rappel à l'anime que j'avais énoncé dans ma vidéo d'ailleurs sur l'histoire de la licence Budokai Tenkaichi, et surtout Budokai Tenkaichi 3, et bien ici Raging Blast reprend à peu près tous ces détails hormis quelques persos en plus mentionnés auparavant comme Broly et Vegeta Super Saiyan 3 mais aussi Tarble et les androïdes du film 7. En parlant d'androïdes, voici un détail cool concernant ces derniers. Si vous faites assez de dégâts par exemple aux personnages de C20 et C19 durant un combat, vous verrez qu'ils perdront leur chapeau et on verra leur crâne robotique. Ce détail fonctionne aussi avec l'Android 15 bien sûr. Comme d'habitude, pour plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kadazi. La nécessité de faire un troisième opus est donc peu probable étant donné que la suite des Budokai Tenkaichi a été annoncée récemment. On peut supposer qu'au travers de la renaissance des Budokai Tenkaichi, on est finalement aussi la renaissance des Dragon Ball Raging Blast. Vous avez vu l'accent anglais, il est plutôt pas mal. Le gameplay mais aussi l'ambition des deux franchises sont finalement étroitement liés. La moins bonne réception de ce second opus a sûrement aussi dû jouer dans le potentiel développement d'un troisième volet. Au sein de cette dernière partie, par contre, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de Trivax, qui dans le temps avait l'ambitieux projet de proposer un DBRB3 Project qui devait voir le jour, mais le manque d'intérêt de la part de Bandai Namco et aussi l'arrivée de l'ère des jeux fractionnés a sûrement sacrifié ce fabuleux projet que je soutenais d'ailleurs à l'époque, comme peut-être bon nombre d'entre vous. Chaque idée et proposition était super intéressante et méritait vraiment de voir le jour. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Quant à vous, souhaitez-vous un Dragon Ball Raging Blast 3 ou finalement le retour des Tenkaichi vous suffit? J'attends vos avis en commentaire. En tout cas pour moi, je pense que ça ne servirait pas à grand chose un Dragon Ball Raging Blast aujourd'hui. Désormais on a le retour des Budokai Tenkaichi et ça peut juste suffire. Et voilà, c'était tout pour cet épisode consacré à la licence des Raging Blast. Personnellement c'est une licence que j'ai adorée et vraiment c'est dommage de ne pas avoir eu un DBRB3 comme Trivax l'avait imaginé. Ça aurait pu potentiellement être l'un des meilleurs jeux de Dragon Ball de tous les temps. Pour un prochain épisode, n'hésitez pas à me faire part de jeux que vous souhaitez voir, mais je pense traiter de la licence Xenoverse pour conclure cette série de vidéos. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de votre avis concernant cette licence et cette vidéo, et pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner et liker. Sur ce, prenez soin de vous les amis, et à la prochaine. Ciao.